Bonjour Linda Kebab. Bonjour. C'est votre grande interview sur CNews et Europe 1. Bienvenue à vous. Vous êtes policière, secrétaire nationale du syndicat Unité. Vous êtes l'auteur du livre Gardienne de la paix et de la révolte. On va en parler à la fois de la paix et de la révolte. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on démarre cet entretien par ce qui s'est passé hier au Chesnay, où un policier municipal a été violemment percuté par après un refus d'obtempérer. Le choc a été d'une très grande violence. Le policier est projeté sur plusieurs mètres. On va entendre l'une de ses collègues hurler, choquée après ce qui s'est passé. Je préviens que la vidéo peut évidemment heurter ou choquer certains d'entre vous. Regardez et écoutez. Le policier a été transporté à l'hôpital en urgence relative. Fort heureusement, ses jours ne sont pas en danger. Le suspect qui a été interpellé transportait une importante quantité de drogue. Gérald Darmanin, encore ministre de l'Intérieur, a réagi sur X. Est-ce qu'on peut encore parler, Linda Kebab, d'un refus d'obtempérer, comme je l'ai dit, ou est-ce une volonté manifeste, consciente, délibérée de tuer ? Que ceux qui nous écoutent ou nous regardent comprennent qu'un refus d'obtempérer, c'est le fait de ne pas respecter l'injonction d'un policier de s'arrêter pour se soumettre à un contrôle. Il y en a un toutes les 20 minutes, sauf que tous ne sont pas accompagnés, comme sur ces images, d'une tentative de meurtre ou d'un meurtre. Il y a quelques jours, nous rendions hommage à un gendarme, M. Comines. Et puis aujourd'hui, on a affaire à un miraculé. Ce policier municipal est un miraculé. Absolument. Compte tenu du choc. Et absolument. Je veux dire, le bruit qu'on entend, est malheureusement pour nous, est familier parce que beaucoup de policiers ont connu sur la voie publique des collègues qui ont été percutés. Et évidemment que lorsque l'on parle à chaque fois des tentatives d'homicide sur les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, les policiers nationaux, à l'occasion d'un refus d'obtempérer, il y a, je pense, dans l'imaginaire collectif, quelque chose d'un peu fictif, quelque chose qui manque de concret. Et là, on voit clairement une voiture qui percute un homme, comme on l'a vu il y a quelques jours lors du drame qui a coûté la vie à M. Comines, à ce gendarme. Et là, il faut que l'opinion publique se rende compte qu'un refus d'obtempérer, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas seulement refuser l'injonction, non, c'est tenter par tout moyen de fuir à ses obligations, quitte à tuer la vie humaine qui demande de s'arrêter. Qu'est-ce que ça dit de la personne, de l'individu ? Je sais que le profil ne vous surprend pas. Il a été interpellé avec une grande quantité de stupéfiants. Il est connu des services de police. Il a énormément, je crois, 17 mentions sur le fameux fichier des antécédents judiciaires. Effectivement. Qu'est-ce que ça dit de sa manière d'appréhender la police aujourd'hui, quand il fonce comme ça délibérément sur un agent ? Eh bien, ça vient répondre finalement à ces défaillances que l'on vient trop souvent dénoncer. C'est-à-dire que des refus d'obtempérer, je vous l'ai dit il y a quelques instants, il y en a un toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes. Tous ne font pas l'objet d'une tentative d'homicide. Beaucoup de personnes, même des personnes dites lambda, on rappelle quand même que le refus d'obtempérer est un délit, qu'il faut quand même se soumettre aux injonctions des policiers et des gendarmes. Mais néanmoins, on a parmi les gens qui commettent des refus d'obtempérer des personnes qui font demi-tour, qui tentent en tout cas de fuir, sans nécessairement sciemment mettre en danger la vie, aussi bien de ceux qui demandent de l'arrêt que les usagers de la route. Là, en revanche, on est sur autre chose. On est sur ces personnes qui ont peut-être peu d'intérêt pour la vie humaine, mais surtout qui s'inscrivent dans un parcours délinquant. Vous avez cité le fait qu'il avait 17 mentions, non pas dans son casier judiciaire, mais dans les fichiers de police. La nuance est importante, c'est pour ça que oui, c'est très important. Précisons donc que ça n'a pas entraîné condamnation. Écoutez, je ne veux pas radoter, mais je pense que ceux qui nous écoutent et nous regardent savent que qui dit interpellation, même en flagrant délit, qui dit enquête qui met en avant des faits impliquant une responsabilité ne dit pas toujours condamnation. On a tout un process aujourd'hui judiciaire où la condamnation n'arrive qu'en tout bout de chemin et malheureusement souvent trop tard. On est sur le parcours délinquant typique. Le parcours délinquant face auquel il n'y a pas eu de choc d'autorité, et notamment le choc, comme j'en appelle souvent de mes voeux, de ces peines d'emprisonnement très courtes, des peines d'emprisonnement qui ne désociabilisent pas et durant lesquelles, parce qu'aujourd'hui le système pénitentiaire en France est aussi en faillite, eh bien, durant lesquelles on pourrait, dans un peut-être une utopie, apporter à ces personnes le choc nécessaire pour éviter, en sortant, qu'ils ne soient pires qu'au moment où ils sont rentrés. Le mot que vous utilisez est important, Linda Kebab, utopie. Vous dites utopie parce que là, il y a quelques jours, parce qu'on va parler quand même de la peine que peut écoper cet individu, la question est posée, car lorsque des policiers sont pris à partie dans leur véhicule, comme ce fut le cas l'an dernier, lors d'une manifestation dite contre les violences policières, eh bien le coupable, qui est reconnu comme tel, il n'y a pas de doute, il a été reconnu par la justice comme coupable, eh bien il a écopé de 18 mois de prison avec sursis. Comment vous avez réagi quand vous entendez cela? Et je rappelle, il s'en est pas pris à une voiture de police. Il y avait des policiers à l'intérieur qui ont vraiment eu peur d'être lynchés.
Oui, et c'est typiquement le genre de profil dont la peine avec sursis signifie souvent rien. Il peut y avoir des personnes pour lesquelles la peine avec sursis est un vrai coup de semonce qui les remettrait dans le droit chemin. Mais lorsque l'on a une personne qui prétend en tout cas considérer que la violence est un acte légitime pour faire passer des idées politiques, moi j'ai tendance à utiliser le mot terreur dans ces cas-là, puisque c'est finalement la méthodologie qui importe. Oui, quand vous faites passer la violence, l'action violente pour répandre vos idées politiques. Donc c'est un projet. J'ai pas d'autre terme. C'est un projet. Genre la méthodologie, conscient, elle est délibéré. Terroriste. Linda Keller, oui, c'est un projet délibéré, bien sûr, il y a un projet conscient. délibéré qui est assumé de ces personnes. Et ce sont des personnes pour qui la peine avec sursis n'est rien et elle est totalement insignifiante. Vous avez dit il y a quelques instants, on ne parle pas d'une voiture de police seulement qui a été dégradée. On parle de policiers qui ont été agressés avec des armes, par destination, parfois avec des cocktails Molotov, des barres à mine, des pavés, etc. Un policier qui a cru sa vie et celle de ses collègues en danger et qui s'est senti obligé de sortir son arme. On imagine bien, même quand bien même il s'agit de policiers formés, on imagine quand même l'impact psychique sur ces agents. Et pourtant, à la fin, on dit à cette personne, vous êtes venu aujourd'hui, vous êtes convoqué par la justice et vous en ressortez libre avec rien. Le message qui est envoyé en un mot, c'est... Le message, il est dramatique. Je vous dis très sincèrement qu'il est très mal accueilli dans les rangs des forces de l'ordre, qui restent malgré tout loyalistes aux institutions. Néanmoins, pour l'opinion publique, je pense que beaucoup... Je ne m'avance pas trop en estimant, et dans cette séquence politique qui est importante pour notre pays, il est temps peut-être de siffler à la fin de la récré. C'est important ce que vous dites. J'allais vous poser la question ce matin sur CNews et Europe 1. On parle beaucoup, et dans nos médias, des bisbilles entre Michel Barnier, Emmanuel Macron, peut-être de l'impossibilité à former un gouvernement. Et pendant ce temps-là, des commerces brûlent, sont pillés en Martinique, des policiers sont blessés, une population a peur également, et demande des renforts de policiers. Quel est le risque dans un tel contexte? Parlons vraiment de ce qui se passe en Martinique. Et un couvre-feu, je crois, partiel a été décrété. Écoutez, la Martinique est aux portes de ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie il y a quelques mois. Et d'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie continue encore à connaître des épisodes de violence. Il y a évidemment un sujet social et économique contre la dans vie les chère, DROMCOM. oui. Qui, pour moi, je vous le dis très sincèrement, est indigne de notre nation. On ne peut pas gérer les DROMCOM avec l'éloignement philosophique qui est le paradigme qui est le nôtre. Il faut sincèrement apporter des réponses sociales et économiques aux populations qui sont installées là-bas. Leur apporter un vrai projet républicain qui aujourd'hui est inexistant. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne peut cautionner d'une aucune manière les violences qui sont exercées contre les forces de l'ordre. Et pas seulement des violences, mais des tentatives d'homicide. Je vous le dis, des policiers ont dû utiliser leurs pistolets mitrailleurs parce qu'ils étaient pris dans le feu d'armes automatiques, de fusils, d'armes d'épaule, des tentatives d'homicide. C'est un miracle qu'il n'y ait pas de mort. Et je vous le dis très sincèrement, puisque je suis en contact avec notre secrétaire départemental sur place, qui nous explique qu'on est aux portes du drame, qu'il n'y en a pas pour le moment, mais qu'à tout moment, ça peut arriver. Il y a évidemment des pillages qui, en soi, et des violences ne répondent pas tant à la question politique de la vie chère localement. On a aussi une population qui est divisée. Il y a ceux qui apportent leur soutien aux émeutiers et de l'autre côté, une population qui est effrayée. Et je vous dis très sincèrement, Madame Mabrouk, qui interroge aussi bien les effectifs de terrain que l'opinion de ceux qui ont conscience de ce qui se passe, c'est la frilosité avec laquelle l'autorité sur place n'agit pas. Pourquoi une telle indifférence? Vous dites frilosité et peut-être même impuissance. Mais pourquoi cette indifférence à ce qui se passe en métropole? Des policiers sont blessés. Vous parlez d'armes lourdes qui sont utilisées. Une partie de la population n'en peut plus. Les commerces sont pillés, brûlés, alors que c'est contre la vie chère. D'ailleurs, c'est très paradoxal. Pourquoi aujourd'hui on laisse les policiers ainsi comme un filet ténu de sécurité seul? Pour les mêmes raisons que l'on ferme les yeux parfois sur les actes de violence en métropole, c'est-à-dire un sentiment de pouvoir tenter de récupérer la paix sociale, mais en réalité, la paix sociale ne se récupère pas par la pudeur ou la frayeur ou la frilosité. On a une réponse judiciaire visiblement en Martinique qui est insuffisante. Je vous le dis, il y a des députés qui se sont déplacés localement pour rendre visite à un des leader de ce mouvement violent, bien pour connu, s'assurer... figure emblématique et très controversée. Très connu, très controversé, qui a déjà eu des peines de prison et pour des faits de droit commun. Donc on n'est pas en train de parler d'un homme politique lambda. D'une personne qui a quand même bénéficié d'une visite d'élu localement pour s'assurer des bonnes conditions de sa garde à vue. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que ces élus ont légitimé ce personnage qui lui-même légitime la violence? Ça apporte une forme de soutien qui interroge. C'est grave pour des élus de la nation. Bien sûr, mais ce qui interroge aussi, c'est d'un côté le fait d'apporter une forme de soutien, parce que c'est ce qui se passe quand on s'assure de ces bonnes conditions de garde à vue, avant de s'assurer que la justice fonctionne bien. Et puis après, il y a derrière peut-être une autorité qui n'ose pas frapper du poing sur la table, une autorité aussi en France. Alors,
Est-ce qu'il y en a encore une dans ce mouvement un peu de remaniement qui n'a pas de parole ferme à l'égard de ce qui se passe en Martinique? Et puis il y a aussi peut-être la crainte que la situation s'embrase encore plus et que dans l'opinion publique, finalement, il y ait, disons les choses, peut-être une adhésion plus forte à l'égard de ces violences. Linda Kebab, nous parlons ce matin sur CNews Europe 1 de sujets graves, de sujets importants. Au même moment, c'est un gouvernement qui peine justement à se former avec, je l'ai dit, des tensions, des bisbilles. Vous avez parlé de ce choc d'autorité. Est-ce que vous y croyez encore à l'aune de tout ce que vous venez de dire ? On a commencé par un refus d'obtempérer qui est davantage, mais ça c'est la justice qui le qualifiera peut-être une intention de tuer manifeste. On est passé par ces émeutes en Martinique. Est-ce que ce choc d'autorité, il peut vraiment arriver, quelles que soient les incarnations à l'intérieur et à la justice ? Il peut, je ne sais pas, il doit certainement, et il n'est pas trop tard. La problématique souvent en politique, c'est le fait de ne pas prendre en compte la nécessité d'avoir un individu avec deux jambes en matière de sécurité intérieure et de justice. On ne peut pas faire du en même temps. Et malheureusement, c'est ce qu'on connaît un petit peu trop souvent, avec une forme de récurrence, où on va nommer un homme à l'intérieur ou une femme à l'intérieur avec une certaine sensibilité politique, et tous sont opposés à la justice pour tenter de satisfaire un petit peu tout le monde. Là, vous parlez évidemment de ce qu'on a connu entre M. Darmanin et M. Dupond-Moretti. Ça, les policiers, ils ont aussi leur mot à dire, si je puis dire. En tous les cas, ils n'en veulent plus, ils n'en peuvent plus. Et ça crée une forme d'incohérence. Je veux dire, quand vous avez, à juste titre, un ministre de l'Intérieur qui engage une parole de fermeté à l'égard, je donne un exemple qui me concerne et qui concerne ceux que je représente, les agresseurs de forces de l'ordre et la nécessité d'être ferme avec eux. Et que dans le même temps, vous avez, pas seulement pour les forces de l'ordre, mais l'ensemble de la société, une circulaire qui a toujours cours aujourd'hui, qui date de Mme Belloubet, qui continue d'exister sous M. Dupond-Moretti, et qui dit que la peine d'emprisonnement ne doit être prononcée qu'en fonction de la capacité hôtelière des établissements pénitentiaires et que ça doit être la dernière solution. C'est-à-dire que quand on est petit, on nous apprend que la prison est la réponse qui doit être donnée aux délinquants et aux criminels. En France aujourd'hui, c'est la philosophie, c'est le paradigme, la prison est la dernière solution. Vous avez forcément une incohérence entre les deux. On a l'impression d'avoir une forme de DAU qui ne marche pas droit. Et au final, on a, dans l'opinion publique, des interrogations sur le bon sens de l'action politique. Il faut aujourd'hui deux jambes qui partent dans la même direction. Dans une autre affaire ô combien emblématique et politique, l'affaire Nahel qui avait entraîné des émeutes partout en France. Je rappelle qu'après un refus d'obtempérer, là encore, Nahel a été touché mortellement par un tir policier. Évidemment, la mort d'un homme est à regretter et à condamner. Mais à l'aune aujourd'hui des procès-verbaux, Linda Kebab, consultés par nos journalistes, notamment du JD News, il semble que la version des parties civiles, je mets quand même des conditions et des nuances, se retrouve fragilisée sur certains points. Par exemple, sur le fait que Nahel ait été frappé. Il n'y a pas de traces de coups. Je rappelle qu'à l'époque, l'avocat de la famille de Nahel avait parlé d'un assassinat. Avec un peu de recul aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire uniquement le fait que déjà à l'époque, je disais que si je refusais d'entrer sur le fond de l'affaire et que j'ai laissé la justice faire, hors l'hystérie médiatique et politique qui avait lieu autour de ce drame, il y avait aussi le fait qu'en effet, comme vous l'avez dit il y a 2 secondes, un avocat qui allumait les braises, qui, dès les premiers instants, avait déclaré sur une chaîne d'infos en continu qui n'est pas la vôtre, et sans aucune opposition à ce moment-là contre sa parole qui était pourtant mensongère, que les policiers avaient fait un faux. Or, les policiers n'ont jamais rien rédigé puisqu'au moment des faits, immédiatement, le policier est emmené à l'hôpital, puis dans les locaux de l'IGPN où il est désarmé. Et donc, il n'a jamais rien rédigé. Et pourtant, on a parlé d'infos, ce qui a participé à embraser le pays. D'infos et de policiers qui se seraient entendus justement pour une même version. C'est cela, ce qui est absolument faux pour le coup. Donc on a accusé les policiers d'être auteurs d'infos en écriture publique. On a parlé de coups qui avaient été donnés. Évidemment, moi, personnellement, j'avais l'intime conviction que ce n'était pas la réalité. Et vous ne le saviez pas à ce moment-là. Mais les faits nous donnent raison. Également, l'intentionnalité, parce qu'en fait, toute l'affaire va tourner autour de l'intentionnalité du policier. On peut remettre en question, peut-être, la technique professionnelle. On peut remettre en question le fait que la technique professionnelle puisse conduire éventuellement à une mise en danger de soi-même, qui ensuite a un effet domino, un effet papillon et conduit à un drame. Mais parler d'assassinat et de créer dans l'opinion publique... je veux dire, l'idée que des policiers sortiraient avec leurs armes dans le but d'assassiner des jeunes au volant d'une voiture, je suis désolée, c'est criminel. Mais à ce moment-là, le venin du soupçon est parti très vite. Il est parti très vite. En plus, on nous a parlé de révolte urbaine. Il n'y avait pas de révolte. Qu'est-ce qu'il y a de révolté, à aller piller des magasins de créateurs. La mort d'un homme. Non, mais je veux dire, vous allez piller. Je suis désolée pour la marque, mais on ne va pas piller des magasins Lacoste pour crier sa révolte lorsque il y a la mort d'un homme. On ne crame pas. C'était un prétexte pour vous. Vous savez, tout ce qui s'est passé était un prétexte. Mais bien sûr, pas par rapport à la mort de Nahel. Personne, pas grand monde n'a manifesté et même cassé, j'allais dire, par rapport
à l'indignation suite à la mort de Naël. D'ailleurs, 80% des interpellés, ce sont les chiffres qui le disent, ne connaissaient même pas le prénom de ce jeune homme qui est mort. Donc c'est dire à quel point c'était totalement opportuniste. Enfin, quel est le sens de la révolte lorsque des gens vont brûler la voiture d'un ouvrier d'un quartier populaire qui voit sa voiture brûler alors même qu'il n'a pas les moyens de s'offrir les garanties de pouvoir être remboursé pour avoir une nouvelle voiture? Quel est le sens de la révolte lorsque on nous dit que 80%, comme je vous l'ai dit, des interpellés ne connaissaient même pas le prénom de Naël? Et surtout, quel est le sens de la révolte lorsque, une fois qu'on a tout pillé et tout brûlé, il n'y a absolument aucun projet des acteurs politiques qui ont pourtant fait s'embraser la situation. Et moi, ce sur quoi je veux revenir aujourd'hui, c'est que ce trouble à l'ordre public, pour prendre le terme un petit peu politiquement correct, a coûté à ce policier 4 mois de détention préventive. 4 mois de détention, non pas parce qu'il était possible qu'il réitère les faits, non pas parce que potentiellement son profil ne garantissait pas toute représentation face à la justice, non, mais parce qu'il y avait des craintes de continuité d'émeutes. Et c'est ça qui est dramatique dans notre pays. C'est-à-dire que la main des magistrats a décidé en fonction de délinquants et de criminels qui ont mis le pays à feu et à sang. Parallèlement, vous avez parlé il y a quelques jours sur votre chaîne, on a tous une pensée pour la famille de cette petite Camilla. Ah oui, évidemment. Qui est morte sous les roues d'une moto, d'une personne qui faisait un rodéo moto. Là, les images, clairement, démontrent qu'il n'y avait visiblement, l'enquête continuera de confirmer, oui. Mais en tout cas, il y a visiblement quelque chose qui est plutôt assimilable. Vous avez été choqué par le fait qu'il ne soit pas en détention? Alors, choqué parce qu'il n'est pas en détention, je vous le dis tout le temps, les décisions de justice appartiennent aux magistrats qui ont le dossier entre les mains. Mais néanmoins, quand on met un policier 4 mois en préventive, alors qu'on est assuré de son profil et de sa garantie de représentation, et qu'en face on a dans l'opinion publique l'écoute d'une situation où une enfant meurt, d'une personne qui fait preuve visiblement de mauvaise foi et dont on n'a pas la garantie qu'il restera dans le droit chemin et qu'il y a un quelconque contrôle judiciaire, oui, ça interroge dans l'opinion publique. Et ça participe à la remise en question de la confiance de nos concitoyens dans les institutions. Votre colère aussi est froide et votre indignation. Merci Linda Kebab, gardienne de la paix et de la révolte aussi. On l'entend ce matin. Merci à vous. Merci à vous.